Quand on pense à Internet, on imagine souvent la technologie, n'est-ce pas? Les serveurs, les câbles, tout ça. Mais si on regardait ça d'un autre œil, si on voyait Internet comme une sorte de nouvelle frontière sociale, un immense territoire rempli de sociétés distinctes, chacune avec ses habitants, ses propres coutumes. Allez, on plonge. Voyons ensemble ce que cette carte sociologique d'Internet a à nous révéler. Ça, c'est vraiment la première idée à bien saisir. On parle tout le temps d'Internet comme si c'était une seule et même place, un gros bloc monolithique. Mais en réalité, c'est une illusion totale. C'est plutôt un archipel de mondes complètement différents les uns des autres. Exactement. Chaque forum, chaque serveur Discord, même chaque subreddit, c'est une micro-société en soi. Alors notre mission aujourd'hui, c'est un peu de jouer les explorateurs, les sociologues, pour essayer de décoder les règles, qu'elles soient écrites ou non, qui gouvernent tous ces mondes numériques. Bon, alors on commence notre exploration. On va voyager d'un bout à l'autre de ce paysage social pour voir à quel point justement il est diversifié. Ce qui est fascinant, c'est le contraste vraiment frappant. D'un côté, on a des espaces incroyablement constructifs. Pensez aux makers sur YouTube ou aux développeurs sur GitHub qui bâtissent des choses ensemble. Et de l'autre, on trouve des recoins beaucoup plus sombres, où des idéologies comme celle de la manosphère ou des incels, des groupes souvent définis par une forte hostilité envers les femmes, se nourrissent de ressentiments et d'isolement. C'est le même Internet, mais ce sont deux univers sociaux qui sont tous antipodes l'un de l'autre. Et bien sûr, entre ces deux extrêmes, il y a une richesse incroyable de groupes. Des gamers passionnés aux fans qui créent des univers entiers, en passant par les mouvements sociaux qui finissent par changer le monde réel, ou encore les groupes d'entraide. Le point commun dans tout ça, c'est qu'ils se forment tous autour d'une passion, d'une identité partagée ou d'un objectif commun. C'est vraiment ça le ciment de leur société. OK, maintenant qu'on a vu un peu le quoi, passons au comment. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe en ligne fonctionne? C'est quoi les mécaniques sociales qu'on retrouve un peu partout, peu importe le sujet de la communauté? Ce qu'on voit ici, c'est pas mal le cycle de vie classique d'une communauté en ligne. Ça commence avec l'étape 1, l'agrégation. Des gens se rassemblent. Étape 2, la différenciation. Le groupe développe sa propre culture, son jargon. Ensuite, étape 3, la hiérarchisation. Des leaders, des experts émergent naturellement. Et finalement, l'étape 4, l'institutionnalisation, où la communauté se donne des règles formelles pour durer. On passe d'un simple attroupement à une véritable petite société numérique. Ah, un concept absolument crucial, la chambre d'écho. D'un côté, c'est ce qui renforce l'identité du groupe, c'est son rôle. Mais le gros risque, évidemment, c'est qu'en laissant filtrer uniquement les opinions qui vont dans le même sens, mais ça isole les membres de toutes perspectives différentes. Ça peut mener à une polarisation extrême et à une vision complètement déformée de la réalité. Et si la chambre d'écho, c'est le lieu, le pipeline de radicalisation, lui, c'est le chemin. C'est un mécanisme encore plus dangereux qui, petit à petit, peut faire glisser une personne d'une simple curiosité à des convictions extrêmes, souvent sans même qu'elle s'en rende compte, juste en lui recommandant du contenu toujours un peu plus radical. C'est un risque bien réel dans certains de ces espaces plus fermés. Et donc, le point important à comprendre, c'est que participer en ligne, ce n'est pas juste du temps perdu. En contribuant, en aidant les autres, on accumule ce qu'on appelle du capital social. C'est la monnaie d'échange de ces communautés. La réputation, la confiance, c'est quelque chose de très concret, qui a une vraie valeur à l'intérieur du groupe. D'accord. Maintenant qu'on comprend un peu mieux la carte et les forces en jeu, voyons comment s'équiper. On va passer à des outils plus pratiques pour naviguer dans ces mondes-là de façon plus consciente et surtout plus sécuritaire. Cet outil, c'est un peu comme une boussole pour évaluer n'importe quel groupe. Avant de s'y investir, on peut prendre une minute pour utiliser cette grille. Il suffit de se poser 4 questions de base. C'est quoi le but ici? Qui décide des règles? Comment les gens interagissent entre eux? Et, très important, quels sont les risques? Juste les réponses à ça, ça donne un portrait vraiment clair de la culture de l'endroit. Et voici 5 bons réflexes à adopter. D'abord, on observe avant de participer. On prend le pouls. Ensuite, on protège ses informations personnelles, c'est non négociable. On fait le ménage dans son fil d'actualité, on filtre, on agit en signalant les abus et le plus important, il faut jamais oublier qu'on a le droit de partir. Quitter un espace toxique, ce n'est pas un échec, c'est un geste de protection. Pour terminer, il faut absolument connecter tout ça au monde physique, parce que la frontière entre le en ligne et le hors ligne est devenue incroyablement floue, pour ne pas dire inexistante. Ça, c'est le message clé. Les amitiés, les projets, mais aussi la haine, la désinformation, tout ce qui naît en ligne a des impacts directs et bien tangibles sur nos vies, nos élections, nos soupers de famille. L'écran, ce n'est pas une barrière. Et on termine là-dessus avec cette question.
Face à ce paysage social qui change tout le temps, est-ce qu'on est juste des touristes qui subissent passivement les courants ou est-ce qu'on participe activement à construire des espaces plus sains, plus constructifs? La réponse, bien sûr, elle nous appartient à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qu'on pense tous connaître par cœur. Internet. On y passe nos journées, après tout. Exactement. Mais on va essayer de faire différent. On va pas parler technique, pas de fibre optique ou de serveur. L'idée, c'est plus de dresser une carte sociologique. Un peu comme un explorateur, ouais. C'est ça. Cartographie ce continent numérique pour comprendre les tribus qui vivent, leurs coutumes, leurs alliances, puis même leurs guerres. Ça promet d'être intéressant. Pour nous guider, on a une pile de sources vraiment fascinantes. D'un côté, une analyse sociologique très, très poussée, quasi universitaire. Et de l'autre, un guide plus grand public qui décortique vraiment les milliers de communautés qui existent sur le web. OK. Notre mission, au fond, c'est de comprendre comment ces groupes se forment, qu'est-ce qui les soude et surtout, comment on peut naviguer là-dedans sans se perdre. C'est un gros mandat. Oui, et le voyage est assez spectaculaire. On va explorer les ateliers des créateurs, des programmeurs, mais aussi les arènes politiques, avant de s'aventurer dans des zones, disons, un peu plus sombres, plus controversées. Alors, prêt pour l'expédition? Allons-y. Parfait. Décortiquons ça ensemble. Pour commencer, je pense que le point de départ de toutes nos sources, c'est vraiment de marteler une idée. Internet, ce n'est pas un monde virtuel. C'est pas à part de la vraie vie. C'est fini, cette distinction-là. C'est complètement fini. C'est un espace social, tout simplement. Un espace avec ses places publiques, qui serait aujourd'hui Reddit, TikTok et des serveurs Discord. Un espace où on tisse des liens, les vrais liens d'amitié, de collaboration, de rivalité parfois. Puis comme dans toute société, il y a des règles. Certaines sont écrites, comme le règlement d'un forum, mais les plus importantes, souvent elles sont invisibles. Le jargon, les mèmes. Exactement. Le jargon qu'il faut comprendre, les private jokes, les codes qui font que, t'es accepté ou t'es rejeté du groupe. Ah, c'est un point tellement important. On a tous vécu ça, débarquer dans un nouveau forum et sentir complètement à côté de la traque, comme si on ne parlait pas la même langue. C'est ça. Et ce qui se passe là a des conséquences très, très concrètes. Une communauté peut t'aider à apprendre un métier, à trouver du soutien, mais elle peut aussi, à l'inverse, t'enfermer dans des croyances extrêmes. Les effets, ils débordent tout le temps de l'écran. Absolument. C'est tellement réel que les sociologues parlent de capital social en ligne. Le capital social, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une idée fascinante. Ce capital, c'est la somme de ta réputation, de la confiance que les autres ont en toi et du réseau d'entraide que tu te bâtis. C'est un peu ta valeur dans la communauté. OK. Si tu as passé des années à aider les autres sur un forum de réparation de vélo, tu as accumulé un énorme capital social. Les gens te font confiance, ils t'écoutent. C'est intéressant, mais est-ce que ce capital social-là, c'est-tu pas incroyablement fragile? On parle de confiance, de réputation, mais tout ça peut s'effondrer. Un modérateur te bannit, la plateforme change ses règles, puis des années de travail partent en fumée, non? C'est une excellente question. Ça touche au cœur du problème. Ce capital est à la fois précieux et très précaire. Et c'est justement pour ça qu'on observe ce que les sources appellent des migrations de communautés. Ah oui? Quand une plateforme, disons Twitter ou Reddit, devient toxique ou pleine de pubs, la communauté ne se laisse pas mourir. Souvent, le groupe va décider de déménager collectivement. OK, comme un exode. Exactement. On a vu des subreddits entiers recréer leur espace sur Discord ou des artistes quitter Instagram pour d'autres plateformes. Ils font ça pour une seule raison, préserver le capital social qu'ils ont mis des années à bâtir ensemble. C'est un peu le côté lumineux de la force. Parlons-en de ces communautés où on construit, où on partage. J'ai été vraiment emballé par la description des communautés de makers et du mouvement Do It Yourself. Sur YouTube ou des sites comme Instructables, tu vois des gens qui partagent gratuitement des plans pour construire des imprimantes 3D, des meubles. C'est une philosophie d'innovation, de collaboration. C'est inspirant. Et cette philosophie-là, elle ne sort pas de nulle part. C'est l'héritière directe des grandes communautés de l'open source. Comme Linux, Wikipédia. Évidemment. C'est les exemples classiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point cette idée était révolutionnaire. Des milliers de développeurs qui collaborent bénévolement pour créer un bien commun numérique, accessible à tous sans chercher le profit.
C'était une utopie qui, contre toute attente, a spectaculairement bien fonctionné. Et est-ce que cette philosophie du partage, elle a réussi à percer dans des mondes plus traditionnels comme l'éducation? Oui, et c'est une autre facette de cet élan-là. On a vu les MOOC, les cours en ligne ouverts, mais surtout des plateformes scientifiques comme ResearchGate ou Archive. OK. Là, on assiste à une démocratisation du savoir. Un étudiant en Inde peut poser une question à un prix Nobel en Californie. Un autodidacte peut lire les dernières recherches avant même leur publication. Ça brise les murs de l'université. Attendez, je vous arrête. Dans les sources, juste après avoir parlé de science et de code, on parle des fandoms. Oui, On met sur le même plan des gens qui codent un système d'exploitation et des fans qui écrivent des histoires sur Star Wars. Ça semble un peu fou comme parallèle. c'est une excellente question. Parce que le parallèle est contre-intuitif, mais sociologiquement, il est très fort. L'objet de la passion est différent, c'est sûr. Mais les dynamiques de création collective, elles sont quasi identiques. Comment ça? Dans l'open source, un programmeur soumet son code, la communauté le relit, suggère des améliorations, trouve les bugs. Dans le monde de la fanfiction, un auteur publie un chapitre. Ses bêta-lecteurs vont l'aider à améliorer l'intrigue, la grammaire, la cohérence avec l'univers. Dans les deux cas, on a de la création collaborative, de la relecture par les pairs, on bâtit sur le travail des autres. C'est la même intelligence collective. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Cette capacité à mobiliser des milliers de gens passionnés, ça doit avoir des répercussions énormes quand on passe de la fiction à l'arène politique. Exactement. C'est la transition parfaite. La même énergie, les mêmes outils peuvent être utilisés pour militer. C'est ce que les sources appellent l'activisme, avec Anonymous comme figure de proue. OK. Leur méthode, ça va de l'action symbolique, genre mettre un site web en service, à des fuites de données massives pour exposer la corruption. L'objectif, c'est la défense de la liberté d'information. Mais au-delà de ces groupes un peu clandestins, est-ce que ces dynamiques ont un impact sur les mouvements sociaux plus larges? Un impact fondamental. Des mouvements comme #MeToo ou Black Lives Matter n'auraient jamais eu une telle ampleur sans le numérique. Les sources décrivent ça très bien. Qu'est-ce qui les caractérise? D'abord, une viralité explosive. Un mot-clic fait le tour du monde en quelques heures. Ensuite, une mobilisation ultra rapide pour organiser des manifs. Et surtout, le point crucial, c'est leur capacité à faire le pont entre le virtuel et le réel. Le débat en ligne devient une marche dans la rue, ça met la pression sur les politiciens et ça finit par changer les lois. Bon, on doit maintenant aborder un terrain plus glissant. Et c'est important de le préciser. Oui, notre but ici, c'est pas de juger, mais bien de rapporter ce que les sources décrivent. De manière neutre. Oui, c'est essentiel. Elle documente l'existence de très nombreuses communautés politiques, disons, alternatives. Et ça couvre tout le spectre, de l'extrême gauche à l'extrême droite. En effet. Et ce qui est intéressant pour le sociologue, ce n'est pas tant de juger leurs idées, mais d'observer les mécanismes à l'œuvre. Les sources identifient des dynamiques qu'on retrouve dans beaucoup de ces groupes, peu importe leur orientation. La plus connue, c'est le phénomène de la chambre d'écho. La bulle informationnelle. C'est ça. Une bulle où tout le monde pense pareil, où les opinions dissidentes sont écartées et où les membres se renforcent mutuellement. On finit par avoir l'impression que le monde entier pense comme nous. Les sources parlent aussi du pipeline de la radicalisation. Ça sonne un peu abstrait. Concrètement, ça ressemble à quoi le parcours de quelqu'un qui se radicalise en ligne? Comment ça commence? C'est une excellente question parce que ça rend le concept très tangible. Les chercheurs décrivent un processus souvent graduel. Ça peut commencer de façon assez anodine. Par exemple? Une personne regarde sur YouTube des vidéos qui critiquent le système politique. L'algorithme, voyant ça, va lui en proposer d'autres, de plus en plus critiques. OK. Par curiosité, la personne clique. Elle rejoint ensuite un groupe Facebook ou un serveur Discord mentionné dans les vidéos. Au début, l'ambiance est à la blague, on partage des mèmes. Puis, progressivement, le ton change. On l'invite sur des forums plus privés où la parole est beaucoup plus extrême, où on parle de théorie du complot. À chaque étape, la personne est un peu plus isolée des points de vue extérieurs et plus immergée dans l'idéologie du groupe. C'est ce glissement-là que les sources appellent le pipeline. On entre maintenant dans ce que les sources nomment les zones grises, les contre-cultures à risque, et je leur dis, on ne fait que décrire ce qui est analysé dans nos documents. Un terme qui revient constamment, c'est la manosphère. Oui, la manosphère est décrite comme une nébuleuse de sites, de forums, dont le point commun est une hostilité envers le féminisme et une focalisation sur la masculinité. Les sources identifient plusieurs sous-groupes. Comme qui?
Il y a par exemple les incels, qui se définissent comme des célibataires involontaires. Ils peuvent développer un discours de ressentiment très violent en blâmant les femmes pour leur situation. Il y a aussi les MGTO, Men Going Their Own Way, qui prônent un retrait total de toute relation avec les femmes. Et ces communautés ont souvent leur propre jargon, leur propre concept pour expliquer le monde, c'est ça? Oui, c'est un élément central. L'idéologie est souvent structurée autour de métaphores, comme la pilule rouge et la pilule noire, une référence au film Matrix. OK, expliquez-nous ça. Prendre la pilule rouge, ce serait ouvrir les yeux sur une prétendue domination du monde par les femmes. C'est une rhétorique de la prise de conscience. La pilule noire, c'est encore plus pessimiste. C'est un fatalisme qui dit que le système est tellement contre les hommes que toute lutte est vaine. C'est un désespoir érigé en philosophie. Exactement. Ce qu'on voit, c'est un schéma qui se répète. Un groupe qui se sent incompris, une méfiance totale envers les institutions, les médias, la science et une idéologie alternative qui prétend tout expliquer. C'est un peu la même recette que dans les communautés conspirationnistes comme QAnon ou les platistes, non? Absolument. La structure psychologique et sociologique est très similaire. Le point de départ, c'est une défiance radicale envers les récits officiels. Et au sein du groupe, il y a un renforcement mutuel extrêmement puissant. C'est difficile de croire que la Terre est plate seule dans son coin. C'est ça. Mais dans un forum avec des milliers de personnes qui partagent des preuves, qui se soutiennent, qui ridiculisent les moutons, la croyance devient une identité sociale solide. Et pour préserver cette identité, ils utilisent des outils efficaces. Comme quoi, les sources parlent du gatekeeping, un contrôle très strict de qui a le droit d'entrer pour garder la pureté idéologique. Et il y a le brigading, des raids coordonnés pour aller harceler quelqu'un ou saboter une discussion ailleurs. Ce sont des groupes avec des tactiques bien rodées. Bon, après avoir exploré toute cette jungle, on pourrait se sentir un peu perdu, même découragé. On a l'impression d'avoir besoin d'une boussole. Ça prend une boussole loin. Heureusement, une de nos sources propose justement ça, une sorte de grille de lecture pour pas naviguer à l'aveugle. C'est un outil très pratique, très simple, pour lire n'importe quelle communauté avant de s'y engager. Il se base sur 4 axes, 4 questions à se poser. OK, allons-y. Le premier, c'est la finalité. Pourquoi les gens sont ici? Pour s'entraider, jouer, militer, faire de l'argent. Le deuxième, c'est la gouvernance. Qui décide? Y a-t-il des modérateurs? Un leader charismatique? Des règles claires? Troisième axe, les liés. C'est quoi la nature des relations? Du soutien, de la compétition, une relation entre un créateur et son audience. Et le dernier axe, j'imagine, c'est celui qui nous met en garde. Exactement. Le 4e, ce sont les risques. Quels sont les potentiels effets négatifs? Est-ce qu'on voit du harcèlement, de la désinformation, une pression pour dépenser de l'argent? C'est comme une checklist de vigilance. Excellent cas pratique. Pour un fandom, 1. Finalité. C'est clair, c'est la célébration d'une œuvre, la création, le partage. OK. 2. Gouvernance. Souvent informelle, décentralisée, ce sont les modérateurs des forums ou des serveurs Discord qui font la loi. 3. Lien. Principalement du soutien et de la collaboration, mais il peut y avoir de fortes rivalités, les fameuses guerres de fans. Les shipping wars, oui. C'est ça. Et donc, 4, risque. Le principal risque, c'est justement le harcèlement ou la toxicité durant ces guerres de fans. En quelques minutes, la grille donne un portrait assez juste. En plus de la grille, les textes donnent des conseils de gros bon sens, mais qu'on oublie. Comme observer une communauté pendant 48 heures avant d'écrire son premier message. Juste regarder. Lire vraiment le règlement, regarder comment les anciens parlent aux nouveaux, c'est un bon indicateur de la santé du groupe. Les sources insistent aussi pour déconstruire le vieux mythe qu'Internet fabrique des solitaires. La réalité, c'est qu'il crée des sociabilités différentes. Des liens basés sur la passion, pas la géographie. Et qui peuvent être tout aussi profonds. Si on devait résumer ce grand voyage, l'idée qui ressort, c'est qu'Internet n'est ni un paradis ni un enfer. C'est un écosystème social d'une complexité folle qui est tout simplement le reflet de nos sociétés. Il amplifie la créativité, l'intelligence, mais aussi les tensions, les peurs. Ce n'est pas juste un outil, c'est la nouvelle place publique. Et pour terminer, je voudrais laisser notre auditoire avec une question finale, une réflexion qui est au cœur de toutes nos sources. Elles mettent en lumière un dilemme fondamental pour notre époque. Comment on gère la tension explosive entre la liberté d'expression, qui est un pilier de nos démocraties. Exactement. Et la nécessité d'assurer la sécurité des gens en ligne. La modération des contenus par les plateformes, c'est un défi éthique et technique colossal.
Et la question de leur responsabilité et de leur pouvoir de censurer ou de leur laxisme, c'est devenu un des enjeux démocratiques majeurs du 21e siècle. La grosse question, c'est qui décide? C'est la question à 1 million. Qui devrait avoir le pouvoir de tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Une entreprise privée en Californie? Un gouvernement? Un comité de citoyens? Et surtout, selon quels critères? C'est une question ouverte et c'est probablement la plus importante de toutes pour l'avenir de notre espace public.